j'ai commencé cette introduction par l'identification des enfants intellectuellement précoces avec une petite image de parents qui sont émus devant leur progéniture, juste pour rappeler que toutes les études montrent malheureusement que les parents sont souvent plus compétents que les professionnels qui passent quand même pas mal de temps, soit à l'école, soit éventuellement des psychologues, sont plus compétents, les parents, pour repérer les compétences de leurs enfants. Donc ça peut aussi être intéressant de leur faire confiance dans un premier temps et d'écouter un petit peu les éléments qu'ils peuvent apporter à cette identification, justement, au moins dans un premier temps. Alors, on va changer de présenter les outils. Alors c'est vrai que je suis donc conseiller d'orientation psychologue, je m'intéresse à la précocité depuis une quinzaine d'années, j'interviens pour les enfants, les parents et aussi pour les enseignants dans un cadre pédagogique pour justement expliquer comment on peut faire des aménagements particuliers. Et donc effectivement on utilise des outils dans le cadre de la psychologie qui ne sont malheureusement pas des QI mètres, c'est-à-dire on n'a pas une mesure qui serait absolue et rigoureusement scientifique. Elle a des avantages, mais elle présente aussi des défauts. Là, je vais juste vous brosser un rapide descriptif du contenu de certains éléments qui peuvent être intéressants dans le cadre des EIP. Donc, comme ça a déjà été dit, les outils de dépistage commencent vers 2-3 ans. Et puis, peuvent se poursuivre. Il peut y avoir des dépistages tardifs. Ça va jusqu'à 77 ans. L'essentiel, moi, de ma pratique se fait avec le WISC 4 et puis l'échelle de Wechsler pour adultes. Mais effectivement, dans le cadre primaire, on a aussi un outil qui est un peu plus adapté aux plus jeunes. Bon, rapidement, c'était pour vous faire voir qu'il y a une alternance entre l'adaptation et la mise à jour de tous ces outils. Je passe rapidement dessus, mais sachez que ces 3 outils, à différents âges scolaires, se complètent, échangent des outils au fur et à mesure des adaptations et des aménagements, et que ça peut aussi être intéressant de voir comment on pourra peut-être accéder à un outil qui serait commun et qui irait un seul outil qui irait de 2 ans à 77 ans. La structure du WISC 4 actuellement est en 4 grands pôles, qui est composé de 10 subtests principaux qui sont mis ici en gras, et de 5 subtests que l'on peut utiliser de façon complémentaire, notamment pour voir certaines particularités d'enfants, soit dans un schéma de dysfonctionnement, soit par exemple, comme je le fais de temps en temps pour certains EIP pour lesquels je veux tester ces petites compétences-là, l'item d'information qui est facultatif mais qu'on peut utiliser pour voir le niveau de culture générale et la diversité des connaissances. Alors forcément, je vais aller un peu vite. Je vais être aussi je vais pas être du tout nuancé. Donc si jamais je ne l'étais pas suffisamment, n'hésitez pas à crier au secours. Voilà. Alors, ce qui est important de voir, c'est que sur les éléments qui sont présentés à votre gauche, l'indice de compréhension verbale ICV et l'indice de mémoire de travail, on a des éléments qui sont essentiellement verbaux. Donc c'est intéressant parce qu'on stimule ces zones cérébrales, verbaux et auditifs. Voilà. Et sur un autre versant, on stimule la vision avec l'indice de raisonnement perceptif et l'indice de vitesse de traitement, dans lequel on fait aussi intervenir, justement, on en a parlé tout à l'heure, des aspects graphomoteurs ou de la coordination œil-main. Donc en fait, ce sont ces éléments-là qui vont nous donner voilà, différents éléments. On ne mesure pas qu'une seule chose et on ne mesure évidemment pas uniquement que les capacités logico-mathématiques, comme c'est parfois reproché à certains tests. Avec ces outils-là, on a vraiment une vision beaucoup plus globale. Alors, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'on a... alors, je ne sais pas à quel niveau c'est utilisé, mais on a quand même d'autres indices qui se rajoutent aux 4 que l'on connaît souvent, hein, 4 indices, sauf qu'on a aussi un indice d'aptitude générale, IAG, qui était déjà utilisé précédemment dans les autres échelles, qui a cet avantage avec les hauts potentiels, c'est qu'il permet de faire la différence avec l'indice de compétences cognitives. Ces 2 indices, en fait, sont des regroupements un peu différents des performances.
Et il est essentiellement, alors je ne pourrais pas dire que c'est la base originale, mais il est essentiellement basé sur le constat que les enfants au potentiel avaient des chutes ou une chute dans les indices qui sont justement constitutifs de l'indice de compétences cognitives, qui sont des compétences un peu plus simples, un peu moins complexes. La mémoire de travail et la vitesse de traitement. Souvent, les enfants au potentiel vont avoir des chutes à l'un ou l'autre de ces deux indices, ce qui pouvait les pénaliser et faire croire indûment qu'ils ne relevaient pas du haut potentiel. Quand on sépare ces deux indices et qu'on calcule, enfin qu'on obtient l'indice d'aptitude générale, on peut avoir dans certains cas, il y a des règles à suivre pour prendre en compte cet indice-là à la place du total. L'indice d'aptitude générale peut rendre mieux compte des compétences des EIP que le total, que l'on fait plus classiquement et plus généralement. Donc voilà, ça peut être un élément intéressant, mais bon, moi je l'utilise depuis de nombreuses années, mais peut-être que vous aussi, a priori, c'est quelque chose qui devrait rentrer dans l'usage classique de ces échelles de Wechsler, parce que dans la version qui devrait sortir, c'est quelque chose qui sera automatisé. Alors, l'intérêt de ces échelles, notamment pour les personnes qui les connaissent un peu moins bien, c'est d'offrir une comparaison des performances cognitives vis-à-vis d'autres enfants. Donc on n'est pas dans une notation, dans une évaluation absolue, on est tout à fait relatif par rapport à ce que font les autres enfants de même âge, avec quelque chose qui est très fin pour les plus jeunes enfants et qui l'est un peu moins si on utilise par exemple la Weiss dans le cadre du lycée. On n'a plus le découpage de 3 mois en 3 mois, ce sont sur des années donc, que c'est fait. Ces échelles permettent aussi de faire des hypothèses diagnostiques pour des troubles des apprentissages qui seraient associés au potentiel. Évidemment, enfin, on pourrait, ça paraît une évidence, mais je le répète quand même, moi je pars du principe que le haut potentiel n'est pas une pathologie. C'est vrai qu'on est obligé de le mettre dans le cadre des enfants à besoins particuliers qui ressemblent un petit peu au traitement des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage ou des handicaps, mais le haut potentiel est une ressource, et de mon point de vue, et en aucun cas quelque chose qui serait déficient, défaillant ou qui serait un problème. Dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas le haut potentiel qui pose un problème, ce sont des troubles qui sont associés, soit des troubles des apprentissages classiques, soit des troubles du comportement qu'il convient d'identifier. Alors, les échelles de Wechsler ne sont pas les outils idéaux pour le faire, mais ils permettent de dégrossir pas mal ces questions-là, pour justement faire des hypothèses et non pas... On peut aussi utiliser ces échelles pour suivre les effets de prise en charge qui sont spécifiques ou d'un traitement, lorsque c'est le cas. Alors, la stabilité de ces outils est discutée forcément à la conception. Elle cherche à être bonne, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des outils qui sont stables dans le temps, heureusement, parce que sinon la mesure ne voudrait plus rien dire. Les quelques études, parce que dans le monde il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites, si mes souvenirs, enfin si mes connaissances sont à jour, plutôt il y en a 3 ou 4 dans le monde qui ont été faites sur la validité dans le temps de ces outils-là. Moi je vais vous citer que les résultats de la toute dernière qui a été faite par M. Le Cerf en 2013 et qui indique que la stabilité est plutôt bonne, mais qu'elle est franchement meilleure pour les indices que je vous ai indiqués là, c'est-à-dire la compréhension verbale. Sur 2 ans, on a quelque chose qui frise les 90-95%. Sur le total, le QI total, vraiment je n'utilise pas le mot QI parce qu'il n'y a plus de quotient, donc c'est un total d'échelle, j'utilise plus ce vocable-là. Et sur l'indice d'aptitude générale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la composante compréhension verbale et raisonnement perceptif. Donc sur ces 3 données-là, on a des mesures qui sont vraiment stables au niveau inter-individuel. La petite nuance peut être importante, mais sur 2 ans. Donc on a des choses qui, si on ne fait rien ou pas grand-chose, sont stables et peuvent donc nous donner des bases de réflexion ou de compréhension de ce qui se passe chez l'enfant. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est au niveau intra-individuel, c'est-à-dire au sein des résultats de chaque enfant. Ça, c'est quelque chose qui est actuellement discuté parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on observe ces choses-là. Mais lorsqu'on fait passer des tests
Alors, sur une population, on a une bonne stabilité des 3 indices que je vous ai donnés là. Par contre, on observe des variations qui peuvent être assez importantes chez un même enfant. Alors, on ne sait pas bien pourquoi, et ce ne sont pas uniquement que des évolutions positives, hein, ce sont aussi des évolutions négatives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui vont chuter leur score. C'est pour ça que la séparation des résultats en limite, normal faible, normal fort, supérieur et très supérieur est un petit peu remise en cause parce qu'il y a trop de passages d'une catégorie à l'autre sur le temps pour un même enfant. Donc on s'achemine un petit peu plus sur trois grandes sections qui seraient faibles, normales et fort. Voilà. Qui évitent cette chose-là. En fait, effectivement, 75% des enfants, enfin, moins de 75% des enfants ont des performances qui sont similaires, c'est-à-dire qu'en moins de 10 points d'écart d'un test à l'autre, et ce qui statistiquement n'est pas satisfaisant pour les chercheurs, parce qu'ils visent plutôt le 90-95%. Alors, l'homogénéité des protocoles, c'est une question qui est souvent discutée à propos des hauts potentiels, parce qu'elle fait débat, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Donc là, c'est quelques points de repère que je vous donne. Évidemment, l'aspect est un petit peu plus technique, mais voilà. Alors, on rappelle quand même que plus de 80% des protocoles sont hétérogènes. C'est-à-dire que l'hétérogénéité, c'est la norme. C'est comme ça qu'un humain normal fonctionne. Il n'y a plus, comme on le pensait dans les années 70, un besoin d'avoir un protocole homogène pour être normal. Un individu classique, sans aucun problème, a obligatoirement un protocole hétérogène. Sauf que l'hétérogénéité, ce ne sont pas 2 indices qui seraient divergents de leur moyenne, mais on parle d'hétérogénéité à partir de 3 ou 4 indices. Alors c'est un point qui est un petit peu technique, mais je le rappelle surtout aux psychologues qui sont dans la salle. Souvent, on a des... Alors moi, je peux lire des comptes rendus de médecins ou de psychologues qui déclarent que lorsque les 2 premiers indices, hein, compréhension verbale et raisonnement perceptif, ont un écart trop important, ils s'empressent de déclarer que le protocole est hétérogène. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on évalue l'homogénéité d'un protocole. Donc on ne se limite pas plus du tout à la comparaison de seuls 2 indices. Le fait que les indices soient hétérogènes nous incite à penser juste une seule petite chose, c'est que la synthèse globale ne sera pas pertinente. C'est tout. Par contre, c'est dans la norme, voilà, c'est normal que ce ne soit pas homogène. Il n'y a pas forcément de pathologie derrière ou de complications à supposer. C'est juste que la note totale n'est statistiquement pas très descriptive des performances globales de l'enfant. Alors, l'hétérogénéité n'a rien à voir aussi avec l'invalidité du protocole, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment je répète, mais un protocole hétérogène, c'est la norme, donc le protocole est complètement valide. On a évidemment un protocole qui est valide, par contre, on a juste une hétérogénéité de résultats. Voilà. C'est comme si vous faisiez une analyse de sang, et puis que certains aspects sont franchement déviants des normes qui sont données. L'analyse de sang reste complètement valide, c'est juste que certains éléments sont divergents. Ce qui peut être aussi intéressant pour l'hétérogénéité, c'est de voir l'hétérogénéité intra-indice, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même indice, les 4 que je vous ai présentés tout à l'heure, il faut regarder si les éléments qui les constituent sont cohérents entre eux ou s'il y a des choses qui sont un petit peu divergentes. Et l'hétérogénéité qui serait inter-indice, c'est-à-dire qu'entre ces 4 indices-là, on a des choses qui sont différentes. Alors chez les EIP, il est normalement classique, normalement, de considérer qu'un enfant présente un haut potentiel lorsque l'indice de compréhension verbale ou de raisonnement perceptif ou le total atteignent ou dépassent 125, 130. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance, enfin de ce que j'entends, à souvent considérer que c'est le total qui doit atteindre ou dépasser 130. En fait, non. On peut largement, et c'est bien confirmé par toutes les études qui sont faites là-dessus, qu'on peut considérer que le potentiel est réalisé lorsque l'un des 2 indices complexes, compréhension verbale et raisonnement perceptif, atteignent ou dépassent 130. J'ai mis 125 parce que dans les
dans les intervalles de confiance, la note de 125 permet d'atteindre le score de 130. Donc il est inclus à l'intérieur dedans. Ce sont plutôt les anglo-saxons qui utilisent cette petite marge. Elle n'est pas forcément ridicule et elle peut être aussi intéressante, notamment chez des enfants qui sont à haut potentiel mais qui rencontrent des troubles des apprentissages et qui n'atteignent pas les fatidiques 130. Chez les EIP, on a l'indice d'aptitude générale qui est fréquemment supérieur à l'indice de compétences cognitives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est, vous avez peut-être vu les récentes découvertes qui ont été faites par l'équipe de Lyon et en particulier par Fanny Nussbaum, qui présente justement, enfin qui s'est interrogée depuis des années parce que la question justement des qu'est-ce qu'un enfant au potentiel n'était pas vraiment résolue. Elle offre une piste qui me semble vraiment intéressante. C'est d'avoir pu décrire qu'il existe des enfants qui sont à potentiel et qui ont ce qu'elle appelle un profil laminaire. C'est-à-dire que, comme mon petit bonhomme vous l'indique, ce sont plutôt des enfants en réussite, des enfants qui ne présentent aucun problème scolaire, ni sociaux, ni d'épanouissement. En général, ils sont très sociaux, ils font des activités sportives normalement. Et à côté de ça, des enfants qui présenteraient, et qui semblent être beaucoup plus nombreux, un profil complexe et qui, eux, sont un petit peu plus agités, souvent en difficulté scolaire, voire en échec, et qui, eux, ne correspondent pas au descriptif premier de ce que le haut potentiel est, mais rencontrent des complications qui ont amené justement cette chercheuse à étudier leur fonctionnement. Et effectivement, il y a des différences notables entre les deux types de profils de ces enfants au potentiel. Alors, rapidement sur un petit cas précis, un enfant de 9 ans donc, qui présente un indice de compréhension verbale de 140 et un indice de raisonnement perceptif de 109. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'écart entre les deux indices. Donc ça déjà c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous. La conclusion qui n'est pas la mienne mais qui est celle que j'ai retrouvée dans un document indique que c'est une source de disharmonie. Alors ce n'est pas forcément une source, il faut l'avoir à l'esprit. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de décalé chez ce type d'enfant. La vitesse de pensée étant beaucoup plus rapide que l'action, alors c'est vrai, et comme ça a été dit précédemment, l'action c'est souvent l'écriture, et c'est vrai que certains de ces enfants qui ont un décalage important vont avoir du mal à pouvoir coucher sur le papier ce qu'ils pensent et aller au même rythme que leur pensée sur le papier. Donc la vitesse de pensée, on peut l'imaginer qu'elle est matérialisée par la compréhension verbale et l'action par le raisonnement perceptif. Ça, c'était juste pour rappeler donc les notes qu'il obtient pour obtenir ces notes-là. Alors c'est vrai que les notes de code et symboles, vous voyez, parfois peuvent être chutées. C'est intéressant à voir, mais voilà, ce n'est pas systématique. Par contre, c'est extrêmement fréquent. Alors, la conclusion qui était donnée, c'est le résultat de cette disharmonie des difficultés de concentration et d'attention. Donc, cette petite conclusion, je la mets parce qu'elle me semble assez symptomatique d'une compréhension qu'on fait parfois, enfin, qui me semble qu'on fait parfois à l'envers. Je ne pense pas, enfin, jusqu'à preuve du contraire, que ce soit pertinent, parce que ce n'est pas le fait d'être disharmonique qui fait qu'on a un problème de concentration et d'attention. De mon point de vue, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent un trouble de l'attention et de la concentration qui va créer cette incapacité pour l'enfant, pour certains enfants, à produire des résultats homogènes comme on pourrait s'y attendre. Donc en fait, c'est la tension et la concentration qui sera observée, évaluée durant la passation, mais ça peut être aussi dans le cadre scolaire. On a tout un tas d'éléments cliniques donnés par les enseignants, aussi par les parents, qui peuvent affirmer ou compléter ce que l'on observe durant le bilan. Alors c'est vrai qu'il faudrait l'accompagner en gestion mentale pour qu'il canalise son impulsivité. Alors c'est vrai, sauf que la gestion mentale sur ce type de difficulté n'est pas toute puissante et c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors je vous donnais un exemple d'un jeune aussi de 13 ans, 7 mois, donc il y a toute l'anamnèse, mais je vais vous la passer, est-ce qu'elle est un petit peu longue, j'ai juste mis en gras pour que ce soit plus prégnant certains éléments.
On a un enfant qui aimait bien faire du pliage, qui aurait pu bénéficier d'un double niveau, mais ça n'a pas été fait par l'équipe du primaire. Alors ça aussi, c'est quelque chose que l'on rencontre fréquemment. Des enfants qui pourraient sauter une classe, qui pourraient aller dans des doubles niveaux, mais auxquels on refuse cette accession, souvent au motif qu'ils sont immatures, sauf que l'immaturité peut perdurer comme ça jusqu'en terminale. Et c'est dommage, je pense, d'utiliser cette raison-là pour empêcher certains enfants à devancer un petit peu les connaissances ou à les mettre en appétit sur des choses un petit peu plus complexes qui, pour certains d'entre eux, les motivent un peu plus. Donc il y avait une écriture laborieuse, il y a eu un bilan qui conclut à une dyspraxie. C'est un enfant qui est myope et qui, à l'âge de 13 ans, n'a eu des lunettes que tardivement, puisqu'il avait 13 ans, 5 mois lorsqu'il a eu ses lunettes, ce qui est assez tardif pour une correction de myopie, mais ce qui peut aussi nous alerter parce que certains enfants au potentiel compensent un trouble, soit un trouble des apprentissages, soit un trouble de ce type, et on ne se rend pas toujours compte qu'ils ne voient pas ou qu'ils ont du mal dans certains domaines parce que leur haut potentiel leur permet de compenser, d'aller plus vite malgré cette difficulté. Alors je vous ai mis là les résultats rapidement sur comment on peut les obtenir sur les grilles avec les échelles de Wechsler. Juste pour vous montrer que cet enfant qui est dyspraxique, il y en a 3 éléments qui sont intéressants pour évaluer la dyspraxie, l'épreuve des cubes et les épreuves de la vitesse de traitement. Donc ce sont des choses vraiment intéressantes à observer là-dessus. On a aussi des éléments qui sont intéressants sur les qualités d'attention et qui, dans le cas de ce petit Guillaume, enfin de ce jeune Guillaume plutôt, sont intéressantes et paradoxales. Je vous souligne juste un petit paradoxe qui est intéressant à voir là, parce que souvent on n'utilise pas du tout ces notes d'ordre direct et d'ordre indirect. On utilise juste la note globale et c'est dommage parce qu'elles sont intéressantes. En ordre direct, il a obtenu une note de 11 qui est une note ce qu'on appelle normative, c'est-à-dire qu'elle est dans la norme, elle est comme il faut, correcte. Mais vous voyez que l'empan qui est sur la droite apparaît à 7, c'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, il n'y a que 33% des jeunes de cet âge-là qui obtiennent une note de 7, qui normalement est obtenue un petit peu plus tard. C'est-à-dire que c'est un enfant qui présente sans doute une bonne compétence de mémoire auditive, mais qu'elle ne se traduit pas en score par quelque chose de très élevé, 11 étant une note dans la norme. Donc on peut s'interroger sur comment cet enfant obtient 2 notes, enfin deux indications qui ne sont pas contradictoires l'une à l'autre, mais qui peuvent paraître contradictoires. Et bien, souvent, justement, c'est parce que l'enfant n'arrive pas à maintenir son attention durant ce type d'épreuve. Donc réussit une épreuve sur 2, mais il va loin. Donc avec une épreuve sur 2, il a peu de points, mais comme il va loin, il manifeste un empan qui est plutôt élevé dans son cas. Et inversement, à l'empan inverse, il obtient une note de 3, qui pour son âge est une note très faible. 98% des enfants de son âge obtiennent cette note-là, c'est-à-dire que c'est vraiment très facile de l'obtenir. On peut donc là supposer vraiment qu'il y a un défaut d'attention auditive qui pourrait être intéressant d'investiguer plus avant. On remarque aussi que, enfin moi j'utilise cette petite particularité qu'on peut faire. Sur l'épreuve de code, vous voyez qu'entre parenthèses, j'ai mis mémo 4 sur 9, parce que je demande toujours aux enfants de me rappeler parmi les 9 éléments qui pouvaient être à mémoriser, desquels ils se souviennent. Et donc là, dans le cas de Guillaume, c'était 4 éléments sur 9, ce qui aussi est un petit peu juste à son âge. Alors c'est un empan visuel, mais il nous donne une information qui me semble complémentaire des 2 autres. Et dans son cas, lui, on devrait plus être proche des 5, 6 que du 4. On observe aussi le nombre d'erreurs. Alors c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant pour des enfants qui ont des difficultés soit d'attention, soit des troubles visuels, qu'il y a 2 erreurs à l'épreuve de symboles. Outre la note, vous voyez, souvent on se contente de la note, alors il aurait 6, on trouverait que ce n'est pas terrible, sauf que là on peut avoir une indication supplémentaire qui nous indiquerait qu'il y a sans doute quelque chose de l'ordre du trouble visuel, ce qui est confirmé par le fait qu'il a des lunettes depuis très peu de temps et qu'il devait donc avoir des difficultés de perception ou d'analyse de ce qu'il voyait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces enfants qu'on soupçonne à haut potentiel, je rajoute l'épreuve d'information souvent. Alors dans le cas de Guillaume, elle est plutôt homogène et plutôt d'un très bon niveau, hein, il a 19. Ce n'est pas toujours le cas parce que vous avez certains enfants qui sont
dans des champs de connaissances assez restreints et qui peuvent être soit très très bons que en sciences, dans les épreuves dans les questions scientifiques de l'épreuve d'information, soit très très bons en géographie ou littérature. Et cette épreuve, elle a l'avantage de balayer un spectre assez large de connaissances. Donc voilà, on peut aussi voir si ces enfants-là ont une curiosité qui est plutôt assez diffuse et large, ou si au contraire, ils ne l'ont pas. Chez certains enfants qui présentent aussi un déficit attentionnel, notamment en classe, on va avoir une difficulté parce qu'ils ne retiennent pas des choses qui sont simples. Donc ils vont pouvoir répondre à des questions complexes, par exemple de ces épreuves, notamment les épreuves verbales. Donc ils vont pouvoir répondre à des questions qui sont complexes, mais c'est-à-dire d'un haut niveau, mais se tromper sur d'autres qu'ils auraient dû connaître et qu'ils auraient dû maîtriser. Souvent, ça vient du fait que justement, ils écoutent d'une oreille distraite des choses qui les stimulent peu et ils ont tendance à être un peu plus intéressés et motivés par des choses un peu plus exceptionnelles ou décalées, divergentes. Oui, donc voilà, donc ça, ce sont les totaux, les notes de synthèse des 4 indices. Comme vous le voyez, vous avez en indication donc la note, l'indice d'aptitude générale qui est à 130, alors que le total, vous voyez, le QI total est à 113, l'indice d'aptitude générale est à 130 et l'indice de compétences cognitives est à 84. Donc j'ai pris évidemment cet exemple qui est assez symptomatique de certains enfants au potentiel, pour montrer que malgré qu'on ait un total uniquement à 113, c'est-à-dire pas si fort que ça, il est quand même intéressant de pouvoir se pencher un peu plus sur le haut potentiel de cet enfant, notamment parce qu'il obtient la note de 148, le score de 148 à l'indice de compréhension verbale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, juste cet indice-là qui dépasse ou atteint 130 suffirait à dire que Guillaume présente un haut potentiel, mais ce n'est pas toujours le cas, et parfois en tant que psychologue ou en tant que médecin, on peut on peut se poser des questions, savoir si on peut dire ou pas, si on fait une erreur en disant ou pas. En fait, c'est surtout l'analyse clinique du protocole qui va pouvoir nous donner des informations. Alors, je passe sur les détails techniques, mais l'indice d'aptitude générale n'est pas utilisable statistiquement parce qu'il y a une hétérogénéité aussi interne qui est trop importante. Voilà. Malgré tout, vous voyez, le haut potentiel me semble, moi, manifeste pour ce jeune garçon. Et ça peut être intéressant qu'à la fois on puisse voir de quel type de trouble il souffre si c'était le cas pour ses apprentissages, et en même temps pouvoir aussi lui proposer des aménagements qui pourraient l'amener à progresser ou à être mobilisé un petit peu plus que peut-être ses résultats scolaires ne le donnent.